À moins de 10 jours du second tour de la présidentielle au Sénégal, le président sortant Abdoulaye Wade poursuit ses visites à l'intérieur du pays. À Kaolack, 192 km de Dakar, le candidat des FAL 2012 a plutôt organisé des rencontres et des audiences avec les responsables de sa coalition, mais surtout ceux de l'opposition qui l'ont rejoint dans l'entre-deux tours. Chaque jour à Dakar, je reçois jusqu'à 15 h et à partir de 17 h jusqu'à 4 h du matin. C'est notamment des responsables des partis de Moustapha Niasse, de Ousmane Tanor Dieng et Idrissa Seck au niveau régional et départemental, même ici à Kaolack. Ils me disent que les positions de leurs leaders respectifs ne les engagent nullement et qu'ils vont voter pour moi au second tour. Lors de cette tournée dans le bassin arachidier où Moustapha Niasse avait gagné au premier tour, le président sortant a obtenu l'engagement des militants. C'est surtout l'adhésion de dignitaires religieux et des responsables politiques d'autres partis qui est à noter. Les familles religieuses sont venues également pour le soutenir. Toutes les catégories professionnelles qui sont venues ici ont décidé de le soutenir au second tour. Tous les fils ou filles de marabouts ici dans le pays ont reçu de vous des faveurs qui méritent de donner des consignes de vote pour vous. Moi, je suis de la famille de Serigne Abdoulaye Niasse. Nous ne pouvons pas concevoir quelqu'un que vous avez créé vous-même, vous tenir tête et penser qu'il peut s'opposer à vous. La seule chose que je vous dis, c'est que vous avez ma parole et la parole de l'ensemble des enseignants du département. La campagne électorale du second tour de la présidentielle se poursuit et chacun des deux cas crie déjà à la victoire. Deux déterminations qui n'augurent pas des lendemains électoraux calmes. Cette séance de prière est organisée par la communauté malienne musulmane vivant au Bénin. Elle intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle au Mali, un pays de l'Afrique de l'Ouest déchiré actuellement par des attaques des Touaregs dans sa partie septentrionale. Après la guerre de la Libye, c'est toute une armée avec toute l'armada que vous connaissez est aujourd'hui dans le nord Mali qui est en train de combattre le territoire malien au motif d'avoir son autonomie. Une minorité, pendant que toute la communauté malienne du Nord, les Touaregs, les Peuls, les Arabes, sont totalement intégrés avec les autres communautés, que ce soit du Sud, du Centre ou de l'Ouest. Donc par rapport à cet événement malheureux, nous avons organisé ce matin cette prière pour que le Tout-Puissant puisse amener la paix au Mali. Plus de 1000 Maliens exerçant plusieurs activités vivent en toute quiétude au Bénin. À cette séance, chacun a reçu le livre saint, le Coran. Le président de la communauté malienne au Bénin pense intercéder auprès de Dieu pour un climat électoral apaisé. Il invite alors ses compatriotes à l'union. Nous les musulmans, notre arme de destruction massive, c'est le livre saint, le Coran. On a voulu lire ça aujourd'hui pour prier Dieu qu'il ramène la paix dans notre pays. C'est ça qui nous a poussé à inviter toutes les communautés étrangères au Bénin ici pour assister à cette prière à l'endroit de notre armée qui est en train de se battre contre les ennemis. Que tous les Maliens restent unis, qu'on se tienne. Que tu sois au Bénin ou en dehors du Bénin, que tu sois au Mali ou ailleurs. Outre les Maliens, la prière a rassemblé les ressortissants guinéens, sénégalais, nigériens, mauritaniens et aussi béninois. Hargeisa, capitale du Somaliland, accueille plus de 20 000 réfugiés en provenance de l'Éthiopie. Fatima Hussein Ismail est l'une d'entre eux. À 18 ans, quand elle est arrivée à Hargeisa, c'est un oncle éloigné qui l'aide et elle commence à travailler chez une famille locale. Une nuit, alors qu'elle terminait le nettoyage de la cour, 3 hommes la violent. Ce jour-là fut le pire de sa vie jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle est enceinte.
Il n'y aurait pas eu de problème si j'étais seule, mais maintenant je porte un bébé. Les femmes chez qui je fais des travaux domestiques n'arrêtent pas de me regarder et de m'insulter. Les gens m'appellent par un autre nom, un bâtard qui porte un bâtard. Après avoir accouché, son oncle demande à son fils de l'épouser. Mais son nouveau mari met une condition à ce mariage arrangé. Il m'a dit, si tu veux rester ici, tu devrais jeter cette chose à l'écart. Fatima a refusé de tuer sa petite fille, mais sa famille l'a rejetée, l'a forcée à quitter la maison et à aller dans l'un des nombreux camps de réfugiés de Hargeisa. Fatima a tenté de se tuer à plusieurs reprises, et son bébé également. Comme Fatima, Nimo Abdikadir a également été violée par 3 hommes il y a tout juste 3 semaines. Elle n'a que 14 ans et ne parvient pas à gérer ce qu'il vient de lui arriver. Elle a décidé de quitter l'école, elle veut seulement rester chez elle, la honte est trop insupportable. J'ai peur des gens parce qu'ils savent tous ce qui m'est arrivé. Les 2 femmes, Fatima et Nimo, ont décidé de rencontrer Firdus Hassan quelques jours après avoir été violées. Firdus Hassan travaille dans une organisation, Nagad, qui aide les jeunes filles victimes de violences sexuelles. L'organisation apporte aide médicale, psychologique et juridique aux femmes réfugiées et déplacées à l'intérieur du pays. Certaines femmes sont si affectées qu'elles désirent mettre fin à leur vie. Quelques-unes veulent partir à l'étranger, d'autres deviennent des malades mentales. Dans ce camp de réfugiés qui héberge plus de 5000 personnes, Fatima tente de survivre au quotidien. Elle espère qu'elle arrivera à ne pas tuer son bébé. Elle estime que si son bébé survit, un jour alors, elle apportera quelque chose de bon à sa vie. Suite de l'affaire dite des biens mal acquis. Les avocats de la Guinée équatoriale, Olivier Pardo et Isabelle Thomas-Werner, ont donné une conférence de presse hier à Paris pour dénoncer ce qu'ils appellent une violation de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur la protection des locaux diplomatiques. Rappelez-vous, le 14 février dernier, perquisition dans un hôtel particulier à Paris mené par 2 juges français, Roger Leloir et René Groumand. Mais voilà, cet hôtel particulier situé au 40-42 avenue Foch à Paris, qui appartenait à Théodorin Obiang Nguema, a été revendu à la République de la Guinée équatoriale en octobre 2011. L'État équato-guinéen, par le biais de son ministère de la Justice, a saisi son homologue français le 9 mars dernier et dénoncé cette attitude comme une violation grave des accords internationaux et de coopération entre 2 États souverains. C'est comme si on était venu en Guinée équatoriale prendre des biens. À ce moment-là, nous recommanderons à M. le Président de la République, Théodore Obiang, de nous autoriser à saisir la Cour internationale de justice. La décision lui appartient. Il nous a demandé, comme l'a excellemment dit Isabelle Thomas-Werner, le droit, tout le droit, rien que le droit. Mais la Guinée équatoriale ne se laissera pas marcher sur les pieds. Et que dirait-on si une mission diplomatique française en Afrique était ainsi vidée de tous ses meubles? Mais tout le monde crierait au scandale. On ne laissera pas ce précédent avoir lieu. Selon l'avocat Olivier Pardo, cette affaire n'est rien d'autre qu'une manipulation de Daniel Lebègue, président de l'ONG Transparency International France et par ailleurs administrateur et président du comité d'audit des sociétés techniques et Alcatel-Lucent, qui aurait signé des contrats juteux avec la Guinée équatoriale. L'avocat Emmanuel Marcini, défenseur du fils Obiang Nguema, a dissuadé son client de se rendre en France pour répondre à une convocation des magistrats. Il craint l'inculpation et l'arrestation du fils Obiang, même si celui-ci est protégé par son statut de diplomate à l'UNESCO. Pour le contraindre de parler, les 2 juges français pourraient toujours lancer un mandat d'arrêt international contre Théodorin Obiang Nguema.